Je suis ravie de vous retrouver cet après-midi pour terminer déjà cette semaine pour créer mon entreprise. Un événement qui a donc été organisé par l'agglomération Grand Paris Sud pour tous les habitants qui ont une idée, un projet ou qui ont déjà créé leur entreprise, mais aussi pour tous ceux qui sont en dehors du territoire mais qui souhaitent créer leur entreprise sur notre territoire très attractif. Donc, on a eu cette semaine un programme très riche. Grâce à tous nos partenaires, nous vous avons proposé 27 ateliers. 27 ateliers pour justement vous donner des informations, des outils, des contacts, des témoignages sur tout le parcours de la création d'entreprise. On a parlé de l'idée, on a construit un projet, on a monté le business plan, on a choisi un statut juridique, on a beaucoup parlé de financement, on s'est même installé et on a même développé déjà la jeune entreprise. À Grand Paris Sud, il nous tient à cœur aussi de faire des petits focus sur des manières d'entreprendre qui sont un peu particulières. L'ESS, l'économie sociale et solidaire. De plus en plus d'entre vous créent de manière engagée avec des valeurs. Et donc, on a proposé des ateliers spécifiques sur ce thème. L'entreprise innovante, la start-up. Le territoire de Grand Paris Sud dispose de beaucoup de ressources pour permettre aux start-up de se développer sur Grand Paris Sud. Et la reprise d'entreprise. C'est une manière de créer son entreprise un peu particulière, qui a plein d'avantages et d'inconvénients et qui donc nécessitait aussi des ateliers bien spécifiques. Donc, merci à tous les partenaires sans qui nous n'aurions pas pu vous proposer un contenu si riche. Et donc, ce sont plus de 280 personnes qui ont participé à tous ces ateliers toute la semaine. Donc, on est vraiment ravis que ça vous ait plu, intéressé. Et ce n'est pas fini. Tous les ateliers ont été enregistrés. Et donc, vous aurez dans la description de la vidéo un lien. Vous pouvez continuer de vous inscrire à cet événement et on vous enverra un lien vers tous les replays pour que vous puissiez continuer de profiter de cet événement. Alors, je suis entourée cet après-midi de 5 chefs d'entreprise qui ont accepté notre invitation. Une 6e nous rejoindra à distance. Donc, on a travaillé ensemble depuis quelques semaines pour vous préparer cette petite émission. On a tout fait, évidemment, dans le respect des mesures sanitaires. On vient de tomber les masques juste avant de démarrer l'émission et on fait en sorte de respecter les distances pour que tout le monde soit en sécurité. Alors, autour de moi, nous avons Ruben Jagoué qui a créé un triporteur de vente ambulante de hot dog personnalisés qui s'appelle Benny's Hot Dog. Merci Ruben d'être avec nous cet après-midi. Mariem Ndiaye qui, elle, est encore dans le parcours. Elle est en train de créer une start-up depuis son domicile à Savigny-le-Temple et pas que, elle vous l'expliquera tout à l'heure. Geoffrey, qui est tout seul, mais qui se lance avec sa famille, une entreprise familiale depuis Cesson, qui s'est concrétisée à Savigny-le-Temple, l'Odescape, en plein confinement. On en reparlera tout à l'heure. Delphine Gonçalves Baldini, qui a créé une société de service à la personne avec la franchise Axéo et qui est installée au Trident à Corbeil-Essonnes, un des équipements économiques qui est géré par l'agglomération Grand Paris Sud. Et Séverine Alger, qui aussi est toute seule cet après-midi, mais qui en fait a créé le Kitoko Coffee à la gare de Lieusaint-Moissy-Cramayel avec 2 de ses associés. Voilà, donc merci beaucoup. Et donc Awa Beye, qui n'a pas pu être avec nous cet après-midi, mais qui nous rejoindra tout à l'heure. Pour commencer, notre conseiller communautaire, Alban Bakary, a souhaité vous adresser un petit message. Alors au terme de cette semaine sur la création d'entreprise, je tenais d'abord à dire un mot de remerciement. Remerciement aux créateurs et aux porteurs de projets, remerciement aux partenaires qui nous ont accompagnés pendant cette semaine, et puis aux services
qui, avec la compétence et le professionnalisme qui les caractérisent, ont organisé cet événement. Grand Paris Sud, c'est 23 communes, c'est plus de 350 000 habitants. Et c'est sur le plan économique un formidable dynamisme, 4 300 créations d'entreprises tous les ans. Donc c'est un vivier de PME, de TPE qu'il faut aider, qu'il faut accompagner. Et c'est la raison d'être du service public de la création d'entreprises. C'est ce que fait Grand Paris Sud en investissant dans des équipements, il y en a 5 en tout sur le territoire. Je suis ici même dans un de ces équipements à Évry, le Magellan, qui permettent d'accompagner les créateurs, qui permettent de les héberger le cas échéant, et qui sert également pour du coworking, pour ne parler que de la salle dans laquelle je me trouve. Ce service de création d'entreprise est à votre disposition, est à la disposition des créateurs. Et le type d'événement que l'on vient de vivre au terme de cette semaine était extrêmement important pour montrer l'attachement qui est le nôtre, l'encouragement que l'on veut montrer et apporter aux porteurs de projets, aux créateurs d'entreprises. Cet événement était pour vous, le service public est là pour vous et je vous remercie vraiment d'y avoir participé. Merci Alban Bakary qui effectivement était au Magellan cet après-midi et j'ai oublié de vous préciser que nous étions nous-mêmes à l'éco-pépinière à Moissy-Cramayel, la deuxième pépinière gérée par l'agglomération Grand Paris Sud. Alors, l'objet de ce live de clôture de la semaine pour créer mon entreprise était de répondre à vos questions. Donc vous tous qui vous êtes inscrits et qui avez participé à cet événement toute la semaine avez pu poser des questions dans le formulaire d'inscription. Il y a eu beaucoup de questions. Certaines étaient très particulières, donc on a pu y répondre à l'occasion d'entretiens téléphoniques. Et puis toutes les autres, on a essayé de les regrouper par thème. Voilà. Et donc pour commencer, je vais poser une petite question donc, à Mariem, qui est un petit peu le bébé ce matin puisqu'elle n'a pas encore créé son entreprise. Donc Mariem travaille sur un projet de création d'entreprise qui va s'appeler Emeya. C'est une application pour valoriser les produits des créateurs des quatre coins du monde. Et Mariem a également un autre projet qui lui est concrétisé, un projet associatif. Et donc, beaucoup de questions des participants cette semaine. Pourquoi se lancer dans une telle aventure qui est l'entrepreneuriat, qui est une belle aventure, mais on sait que c'est difficile. Donc pourquoi faire ce saut de l'entrepreneuriat ? Pourquoi ? Pour ma part, c'était pour mettre en pratique en fait, tout ce que j'ai appris durant mes années de salariat. J'ai toujours voulu avoir des responsabilités, gérer des équipes, choisir avec qui je pouvais travailler. Donc voilà, mon vécu professionnel et personnel m'a permis d'acquérir la maturité où je me suis dit, ça y est, c'est bon, je me lance. Et donc, je ne regrette pas de m'être lancée dans cette si belle aventure. Alors, il y a un projet aussi associatif. Oui, qui me tient beaucoup à cœur. Pardon. Allez-y. Donc j'ai créé l'association Elle, qui est une association dédiée aux femmes, donc pour qui ont toutes sortes de difficultés, qui sont victimes de violences. Une association qui les écoute, qui les accompagne et qui les soutienne dans les démarches à effectuer pour démarrer une nouvelle vie. Donc je l'ai créée en janvier 2020 et depuis nous accompagnons quelques femmes à reprendre leur vie en main et à faire de leur vie, de leur bien-être une priorité. Alors, votre projet, c'est un projet de start-up. Oui. Du coup, on pourrait imaginer qu'il y ait quelques étiquettes un petit peu... vous n'avez pas fait de grandes écoles, voilà, vous êtes une femme, vous habitez dans un quartier, voilà, quel message, parce que beaucoup de personnes se mettent des barrières, du coup, quel message passer à toutes et tous aujourd'hui ? Qu'il faut oser justement, qu'il faut dépasser les limites, on se les met nous-mêmes et au final, tout le monde, que ce soit une femme dans un quartier, comme vous le dites, me concernant, on est tous
et toutes capables d'entreprendre. En fait, il faut juste être motivé, persévérer et faire sauter toutes les barrières et profiter du moment pour se lancer. Ça, c'est une nature que vous avez vous-même, vous ne vous mettez pas de barrière, ça c'est clair. Et du coup, c'est ce que vous partagez avec les femmes que vous accompagnez. C'est ça, je ne me mets plus de barrière. J'en ai eu à certaines périodes de ma vie, et voilà. Et donc, j'ai décidé, j'ai eu un déclic et j'ai décidé de faire sauter toutes les barrières et d'oser me lancer dans tout ce qui me tenait à cœur. Donc, entreprendre et aider les femmes autour de moi pour changer leur vie, tout simplement, comme je le fais. Merci beaucoup Marième. Donc, Merci à vous. le projet est en cours de construction. Vous, comme beaucoup qui nous regardent aujourd'hui, vous faites ça à la maison. Oui. Voilà, donc c'est un peu le début de l'aventure pour beaucoup d'entre nous. Donc c'était important aussi voilà, que les spectateurs puissent se rendre compte de cette étape-là, où on démarre un peu tout seul chez soi au départ et ne pas hésiter à s'entourer. Donc vous êtes les deux pieds dans le fameux business plan en ce moment. Mot qu'on a beaucoup utilisé cette semaine, le business plan. Je crois que c'est sur le concours du mot le plus utilisé de la semaine, c'est celui-là. Je voulais poser une petite question à Geoffrey. Geoffrey, donc du coup, comme je disais tout à l'heure, qui est tout seul aujourd'hui, mais en fait c'est une aventure familiale avec vos parents, votre sœur depuis Cesson. C'est un gros projet, vous avez mis 2 ans à le monter. C'est un très bel espace, un escape game à Savigny-le-Temple que j'ai eu la chance de visiter, qui est vraiment super, qui n'attend qu'une seule chose, c'est de pouvoir réouvrir le 9 juin. Rendez-vous. Donc un escape game, aussi une très belle salle de séminaire pour les entreprises, vraiment totalement différente de ce qu'on peut voir ailleurs. Alors le business plan, vous l'avez travaillé, Geoffrey. Donc c'est un outil incontournable, comme on l'a dit cette semaine. Et en même temps, on le sait, ça ne se passera jamais comme on a prévu. Voilà, il faut travailler le business plan, mais on sait que ça ne va pas se passer comme prévu. Et alors vous, ça a été vraiment le summum, puisque vous deviez ouvrir en plein premier confinement. Pendant le confinement, oui, c'est ça, exactement. Expliquez-nous. Donc déjà, effectivement, le business plan, c'est une étape incontournable parce que quel que soit le projet, la typologie, en l'occurrence, on a tous fait un business plan ici. C'est quelque chose qui est non seulement demandé par la banque, mais en plus qui nous permet, nous, de concrétiser le projet de manière de pouvoir mettre des chiffres sur des choses qui sont parfois intangibles. Donc c'est un exercice qui est compliqué à réaliser, mais en même temps qui est indispensable pour l'avancée. Donc effectivement, ça demande beaucoup de temps, beaucoup de données, surtout que ça dépend de l'emplacement, par exemple, qui va déterminer le business plan. Et donc c'est un peu particulier parce qu'il faut l'avoir au départ, mais en même temps, il avance en même temps que le projet parce qu'en fonction des possibilités qu'on a d'emplacement, ça va modifier le business plan, la clientèle, etc. Donc effectivement, c'est un élément qui est très important pour la suite. Alors du coup, vous, l'ouverture, elle était prévue ? Elle était prévue normalement en avril de l'année dernière, donc pendant le confinement, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Et donc on a pu ouvrir le 22 juin à la fin du premier confinement, avec bien sûr toutes les mesures qui les accompagnaient, qui n'étaient évidemment pas prévues à la base dans le business plan. Donc ça, effectivement, c'est aussi pour ça que quand on constitue le business plan, il est conseillé de faire différents scénarios. Un scénario qui est optimiste, un scénario qui est moyen et un scénario qui est en l'occurrence négatif. Et on se dit, bon, des fois, c'est peut-être un petit peu exagéré, on ne voit pas trop pourquoi. Et effectivement, c'est sûr que le Covid, il fallait être fort pour le prévoir. Donc, il y avait un 4e scénario là. Ouais, c'est le très négatif. Le pessimiste du pessimiste. Exactement. Alors du coup, ça vous a permis quand même finalement d'accélérer certains projets, si on positif, puisque c'est un peu l'état d'esprit quand même. C'est ça. Ça nous a permis de lancer un jeu en ligne en fait, étant donné qu'on était fermé pendant le 2e confinement. Pour le coup, tout ce qu'on avait fait, c'était plus utile. Donc ça nous a permis de terminer certains travaux, parce qu'on a quand même un local assez grand. Donc on a pu mettre le temps à contribution pour terminer les travaux. Et surtout, ça nous a permis d'embrayer sur des projets qu'on n'avait pas nécessairement pensé au départ. Donc on a développé un jeu en ligne en interne, ce qui nous a permis déjà de mettre nos équipes à contribution sans les mettre au chômage partiel, parce que c'était une de nos volontés de pouvoir les faire travailler.
Et donc, on a profité en fait de cette crise pour voilà, continuer à travailler, proposer des choses différentes et puis augmenter nos compétences, etc. Donc, effectivement, l'objectif, c'est aussi de voir dans les crises, il y a toujours des choses qu'on peut quand même faire. Il ne faut pas se morfondre, il faut quand même continuer à avancer, quel que soit l'obstacle. Donc, voilà, c'est une des choses qu'on a pu faire. Combien de salles vous avez du coup? Alors on a 3 salles, 2 qui sont pour tout public, entre guillemets, et une salle qui est dédiée aux enfants, donc les enfants de 5-11 ans. C'est une de nos spécificités qui permet, c'est une découverte en fait de l'escape game pour les enfants qui ne connaissent pas forcément l'activité et qui permet de réunir toute la famille voilà, en un lieu pour qu'ils passent un bon moment. Et alors cette salle de séminaire? Et la salle de séminaire, alors c'est une salle de 90 mètres carrés, qui est dédié aux entreprises la semaine pour pouvoir organiser des événements de team building, se réunir, faire des réunions, ce genre de choses. Donc elle est très bien équipée. Et là, on est en train de développer justement, on a aussi profité du confinement pour mettre en place un bar à vin. On va faire un test là, à la réouverture. On va la dédier sur les week-ends en bar à vin pour pouvoir accueillir le public, mais d'une autre manière. Voilà. Merci beaucoup Geoffrey. Donc Merci effectivement, ce business plan, gros exercice, faut prévoir les différentes versions, il faut le challenger, il faut s'adapter. Donc là, il y a eu un effet accélérateur qui n'était pas prévu, mais qui vous a obligé à accélérer votre mise à jour. On a un ancien ce matin, cet après-midi avec nous. Du coup, Ruben, vous, ça fait 5 ans que vous avez créé votre entreprise. Et pour le coup, ce business plan, en fait, il n'y a pas que en cas de Covid qu'on doit le remettre en question. Finalement, l'entreprise passe des étapes, se développe et à chaque fois, il faut revoir cette copie. Donc, vous, le business plan, vous en êtes à la version combien là? C'est vrai que le business plan, c'est un outil qui est très important justement pour le suivi de l'activité. Mais moi, j'ai eu de la chance, en fait, j'ai effectué en fait, une licence en management et entrepreneuriat. Donc, mon projet, c'était un projet tutoré pendant ma licence pro. Donc, j'ai eu le temps de travailler en fait, toute l'année durant ma licence sur le projet. Donc, moi, ça m'a reconforté un peu parce que j'étais bien entouré par des professionnels, par des profs. Et donc, je voyais déjà que voilà, l'activité était un peu fiable quand même. Mais une fois que je me suis lancé, ça n'avait rien à voir avec justement mon business plan. Parce que j'étais parti déjà sur un business model qui était vraiment spécialisé que sur l'événementiel. Et or que voilà, je n'avais pas assez de partenariats pour pouvoir avoir une visibilité sur le long terme. Et du coup, il me fallait justement que je m'implante sur, on va dire, des points fixes de manière à avoir de l'activité de manière permanente et une rentrée d'argent régulière. Donc du coup, c'est là qu'est venu justement plusieurs appels à projets. Alors du coup, juste pour préciser, du coup vous Ruben, donc vous avez créé Benny's Hot Dog. Donc j'ai parlé tout à l'heure d'un triporteur où du coup vous confectionnez des hot dogs revisités. Et effectivement, ça a démarré avec un triporteur devant la mairie d'Évry-Courcouronnes et ensuite des kiosques dans les gares. Et puis finalement, vous en êtes arrivé à faire des événements pour les particuliers, pour les professionnels. Donc maintenant, vous avez une flotte de kiosques et de triporteurs, donc une très belle évolution avec un démarrage très ancré à Évry-Courcouronnes. Maintenant, dans le cadre du développement, vous avez même un atelier à Grigny dans un des établissements que l'agglomération gère. Donc un très très gros développement en 5 ans seulement. Et alors vous, on en a beaucoup parlé cette semaine, il y a beaucoup de financements, des aides, on en revient toujours à ce business plan, des usines à gaz, certains se disent je vais démarrer tout seul, c'est plus simple. Vous n'avez pas du tout démarré tout seul. Du coup, si vous pouvez partager cette expérience. Je n'ai pas démarré tout seul, j'ai démarré avec 142 donateurs pour acheter mon premier triporteur. Donc j'ai fait une collecte sur KissKissBankBank qui m'a permis justement d'acheter le premier triporteur. Et c'est vrai que le financement, c'est le nerf de la guerre pour un entrepreneur. Mais c'est aussi une barrière justement pour des jeunes comme moi qui viennent de terminer leurs études et qui n'ont pas forcément les moyens pour entreprendre.
Mais je pense qu'il y a énormément de structures d'accompagnement qui sont sur le territoire et qui permettent justement d'avoir soit du microcrédit, soit une garantie bancaire, soit un prêt bancaire. Et je pense qu'il faut toquer à la porte de toutes ces structures pour pouvoir justement au moins démarrer son activité, tester. Même si ce n'est pas des gros montants ou des grosses sommes qu'il faut demander, mais il faut commencer petit. Moi, j'ai vraiment commencé tout petit avec une collecte de 5 550 €. Donc, j'ai acheté le premier triporteur. Et ensuite, après, j'ai fait plusieurs structures de financement pour acheter un deuxième triporteur, acheter un troisième. Et puis, moi, dans mon parcours, j'ai fait toutes les formes de financement possibles. Donc, j'ai fait du crowdfunding. Ensuite, j'ai fait du microcrédit avec une structure d'accompagnement qui s'appelle l'ADIE, qui fait de l'accompagnement à l'entrepreneuriat, mais aussi du microcrédit. J'ai fait du crédit classique avec une garantie bancaire de France Active. Et aussi, après, ben là, j'ai terminé avec un financement privé, avec une levée de fonds, avec un fonds d'investissement. Voilà. Vous avez osé aussi répondre à un appel à projet? C'est ça. Et aussi dans mon parcours, en fait, j'ai fait plusieurs appels à projets, plusieurs concours, dont certains j'ai été lauréat ou finaliste. Mais ces concours, ce qui est bien, c'est que souvent, il y a une subvention ou il y a une aide à l'issue de ce concours. Mais ce qui est bien aussi, c'est que c'est la visibilité et c'est les portes qui s'ouvrent. C'est la communication et c'est le réseau qu'on se crée. Et c'est grâce à ce réseau que j'arrive toujours à rebondir, que j'arrive toujours à ouvrir une porte. Et pour moi, aujourd'hui, le financement, je ne vois pas vraiment le financement comme une difficulté. Je pense plus à mon activité, plus aux produits que je propose, à le développer. Et ensuite, une fois que je fais face à ces difficultés-là, ben, j'essaie de toquer aux portes pour pouvoir trouver le financement. Donc maintenant, vous avez des emplacements, où ça? Maintenant, ben justement, grâce au challenge Gare Partagée, je suis accompagné par la SNCF sur le développement de mon activité. Et puis, j'ai ouvert en 2019 en gare d'Ivry-Courcouronnes. Et ensuite, ça s'est enchaîné avec gare d'Haussmann-Saint-Lazare. Et puis, il y a d'autres projets d'ouverture qui sont en cours. Et des événements? Et les événements, bah, du coup, bah, là, c'est un peu à l'arrêt. Parce que bah, justement, bah, je pense que si je n'avais pas tout de suite fait ce switch au niveau de mon business model, de mon business plan, pour m'implanter de manière permanente, bah, du coup, je pense que là, j'aurais vraiment été impacté par le secteur de l'événementiel qui est complètement à l'arrêt. Ben, on est patient, on attend. Je pense que d'ici l'été, on pourra faire quelques événements. Là, j'ai pas mal de demandes de devis, pas mal de demandes de partenariat, donc c'est positif et c'est encourageant. Je crois qu'on espère tous que ça reprenne. Geoffrey, vous aussi, vous n'avez pas hésité à frapper à la porte de partenaires? Oui, tout à fait. On a pu bénéficier du prêt d'honneur de l'initiative Melun-Val de Seine, qui a été pour le coup une vraie force parce que ça permet de, là encore, consolider le business plan, de pouvoir faire face à des gens qui ont de l'expérience, qui peuvent avoir un retour sur le projet justement. Et ça permet aussi d'avoir une crédibilité supérieure quand on va voir les banques. Donc ça a été pour nous, heureusement qu'on a été accompagné par Initiative parce que pour les banques, ça fait une vraie différence pour pouvoir après avoir un prêt classique, un financement classique. Donc on est suivi par Initiative et ils nous ont aidés aussi là pendant la crise avec le fonds Résilience qui est mis à disposition, donc qui est là aussi un prêt d'honneur sur 2 ans et qui permet d'avoir un peu plus de trésorerie pour justement pouvoir malgré tout réinvestir et pouvoir survivre à cette crise qui forcément impacte quand même le chiffre d'affaires. Et Séverine, pareil, vous êtes aussi en contact avec Initiative et la mairie aussi vous a beaucoup soutenu. Tout à fait. Effectivement, donc je rejoins les participants sur le fait que si on a la possibilité de s'appuyer sur un réseau local, il ne faut vraiment pas hésiter à frapper à toutes les portes. Donc on a été accompagné par Initiative Melun-Val de Seine, qui a été pour nous aussi un véritable tremplin, non seulement auprès des banques, mais auprès des différents partenaires qui nous accompagnent jusqu'à aujourd'hui, et par la municipalité aussi, qui nous a apporté de la crédibilité et cette force pour justement obtenir des autorisations d'emplacement auprès des différents organismes. Donc voilà, aujourd'hui, on est vraiment content d'avoir eu le courage d'aller demander toutes ces aides-là et on n'hésitera pas à recommencer si plus tard le projet de franchise et de développement arrive à terme. Donc effectivement, oui, il ne faut vraiment pas hésiter à s'appuyer sur les aides locales qui sont nombreuses sur le territoire de l'agglomération.
Alors, du coup, je développe ce que j'ai pu dire tout à l'heure. Donc, effectivement, le Kitoko Coffee, donc c'est un coffee shop comme le nom l'indique. C'est un petit peu plus. Il y a de la restauration rapide à emporter, beaucoup de produits locaux. C'est quelque chose qui vous tient à cœur. Des sandwichs, des salades, des plats importés, des cafés, des desserts. Et alors tout ça, vous l'avez fait dans un concept innovant. Vous avez réaménagé un container, un ancien container. Et donc ce container, effectivement, il est au pied de la gare de Lieusaint-Moissy-Cramayel, côté Moissy-Cramayel, avec effectivement tout un tas d'autorisations qu'il faut réussir à avoir. Alors vous, la particularité, c'est que vous êtes lancé dans ce projet à 3. Du coup, Hervé et Nicolas qui ne sont pas avec nous cet après-midi. Assez souvent, les accompagnateurs, les financeurs sont un peu frileux dès qu'il y a 2, 3 associés. On dit attention, c'est pas le tout d'être en famille, c'est pas le tout d'être les meilleurs amis, c'est pas le tout d'être mari et femme. C'est pas parce que ça se passe bien dans un certain cercle que forcément ça va bien se passer dans le cercle professionnel. Vous, c'est carrément une aventure à 3. Qu'est-ce que vous en pensez? Alors, ce que j'en pense à court terme, puisque ça fait moins d'1 an qu'on a ouvert, même si le montage du projet date de plus de 4 ans. Effectivement, ouvrir à plusieurs, ça a des avantages comme des inconvénients. Au niveau des avantages, à titre personnel, j'aurais jamais été capable d'ouvrir toute seule ce type de structure. Donc le fait d'être à plusieurs, ça apporte déjà des pluricompétences, c'est-à-dire qu'on peut s'appuyer sur les compétences des autres. Donc déjà, c'est rassurant pour soi-même, mais aussi auprès des investisseurs, des banques, etc., qui voient que le projet est mûri et qu'il y a toutes les compétences nécessaires pour que le projet aboutisse. Ça permet aussi d'avoir un petit peu plus d'assurance, un petit peu plus de courage que d'être seul. Donc c'est assez important de pouvoir s'appuyer sur les autres, surtout quand ce sont des personnes qu'on connaît bien, que ce soit la famille ou des amis. Mais c'est là qu'il faut faire aussi attention. C'est-à-dire qu'ouvrir une société avec des amis ou de la famille, c'est quelque chose de très particulier. Donc il ne faut vraiment pas choisir ses associés, en tout cas en ce qui me concerne, sur de l'affectif. C'est vraiment quelles sont les motivations, quel est l'état d'esprit, quelles sont les compétences, quels sont les centres d'intérêt de chacun, comment chacun se projette dans l'entrepreneuriat, quelle est la vision de chacun au niveau de l'entrepreneuriat, de la prise de risque que ça demande, les horaires, l'absence parfois de rémunération. Il faut savoir que ça représente énormément de sacrifices, aussi bien sur la vie privée que la vie personnelle, sur la vie professionnelle, et que ça peut impacter les uns comme les autres. Donc effectivement, ouvrir à plusieurs, en tout cas en ce qui nous concerne, c'est une réelle force au quotidien. Mais oui, il peut y avoir des petits litiges, etc. Donc c'est là où, avant de démarrer, il faut vraiment faire le point, ne pas hésiter à énormément communiquer, à s'accompagner, à être accompagné, à utiliser tous les outils. Donc il y a différents outils, qui nous ont été proposés. On a sélectionné ceux qui nous correspondaient le mieux. Mais voilà, il ne faut pas avoir peur de sécuriser la relation, parce que si ça se passe bien aujourd'hui, on ne sait pas ce qui peut se passer dans 4 ans, dans 5 ans. Et si ça peut mettre à mal l'entreprise, c'est vraiment dommage. Il faut vraiment se focaliser sur la société. Il y aura des petits problèmes personnels, il y aura des petites prises de bec, c'est normal, on reste des êtres humains, chacun a sa personnalité. J'ai envie de dire que heureusement d'ailleurs, parce que je ne vois pas, que ce soit au travail avec des collègues ou même dans son propre foyer, il y a des petits conflits. Donc c'est ce qui fait aussi avancer la société. Chacun doit trouver sa place, doit prendre ses marques, mais il ne faut pas hésiter surtout à sécuriser la relation. C'est le conseil que je donnerais en tout cas pour des personnes qui hésitent à se lancer avec des associés. C'est n'hésitez pas à sécuriser, au moins chacun s'y retrouvera et puis ça rassure aussi pour plus tard. Donc vous avez écrit des choses, c'est comme le mariage, en fait, il y avait un contrat de mariage. Exactement, on écrit des choses, on se met d'accord, comme on dit, les écrits restent, les paroles s'envolent. Nous sommes 3, ce qui a aussi la particularité dans la prise de décision, il y a toujours une majorité, donc c'est ça aussi qui est important. Et ça permet de sécuriser, et surtout de sécuriser l'entreprise, qui est notre centre d'intérêt commun, c'est la société. Votre parcours, du coup, avant la création d'entreprise, ça a été un petit peu long. Oui, on peut le dire, effectivement, oui. Un vrai parcours du combattant. On a mis 4 ans entre l'idée de démarrage et l'ouverture. Alors, en dehors de la crise sanitaire, qu'effectivement, on n'avait pas non plus anticipé, il y a eu diverses autorisations parce que c'était un projet vraiment nouveau.
Rien n'était prévu à cet endroit-là. Donc nous, on est arrivé avec notre idée de coffee shop dans un conteneur qu'on veut mettre à la gare de Lieu-Saint-Moissy, sans savoir à qui appartenait cet emplacement, près de qui il fallait aller justement porter le dossier. On a également participé à un appel à projet comme Ruben, le challenge gare partagée avec la SNCF. On a participé également au prix de la créativité 77, porté par Initiative. On a obtenu le prêt d'honneur, mais après, voilà, il a fallu s'appuyer sur la municipalité, sur l'établissement public d'aménagement. Et ça prend le temps qu'il faut, parce qu'il y a eu des contraintes techniques, c'est normal, on est sur un emplacement public, il y a des normes de sécurité, des normes ERP, des normes d'hygiène. Donc voilà, le projet, au fur et à mesure, a dû s'adapter à toutes ces contraintes. Et puis, ça demande aussi beaucoup de persévérance, vraiment, voilà, de croire en son projet, de ne pas baisser les bras. À plusieurs reprises, il y a eu des petits coups de mou, et puis non, on y croit. Donc, ça a permis de pouvoir ouvrir en juillet 2020. Voilà, donc comme quoi qu'il faut vraiment toujours y croire, mais anticiper, pour vraiment anticiper voilà, toutes les petites difficultés qui peuvent venir semer des petites embûches par-ci par-là, pardon, et arriver à son terme quoi, et pouvoir ouvrir sa société. Quand il y en a un qui a un coup de mou, c'est l'autre qui prend On peut dire ça. le relais, c'est ça? Exactement. Du coup, Geoffrey, pareil, aventure familiale. Alors, du coup, comment ça se passe? C'est comme ce que dit Séverine. Enfin, c'est vraiment, ça a des avantages, des inconvénients, évidemment. Là aussi, il faut se protéger. Enfin, malgré tout, même si on est en famille, on a quand même été voir un avocat pour nous faire conseiller sur comment on constitue la société, comment justement on fait la séparation entre chacun, pour que si jamais il y a un litige qui commence à apparaître, que ça puisse être réglé par une autorité compétente plutôt que d'avoir une scission dans la famille qui soit vraiment embêtante pour la société. Et par contre, là où je rejoins Séverine, c'est qu'il y a vraiment pour moi, c'est vraiment important de le faire à plusieurs, parce que déjà, il y a cette multicompétence, effectivement, et il y a vraiment ce truc des fois, nous, on a un coup de mou, et heureusement, l'autre personne est là pour pouvoir porter le projet, et c'est vraiment un cycle, en fait, où des fois, on va être en dessous, des fois, on va être au-dessus, et c'est super d'avoir quelqu'un sur qui s'épauler, en fait. Merci Geoffrey. Alors il y a, comme je vous le disais, Awa qui n'a pas pu être avec nous cet après-midi, tout simplement parce que Awa a repris une pharmacie au cœur d'un quartier à Évry-Courcouronnes. Donc du coup, ça impose qu'elle soit en permanence dans sa pharmacie pour pouvoir s'occuper de ses clients. Toute la semaine, on en a parlé et là, les invités en rajoutent. Ont quand même, l'entrepreneuriat, c'est une belle aventure, c'est plein d'opportunités, mais c'est aussi des responsabilités, des difficultés, et le parcours du combattant est un terme qui revient assez souvent. Bonjour Céline, je vous rejoins. Bonjour à tous. Parcours du combattant. De vous à moi, sincèrement, je ne l'ai pas ressenti comme un parcours du combattant parce qu'en fait, je me sens Wonder Woman. Donc déjà, je peux vous dire, c'est vrai, c'est ce qui est en moi en fait. Moi, ma phrase clé et la phrase que je dis à mes employés, c'est qu'il n'y a aucun problème. Il n'y a que des solutions. Toute ma vie, en fait, j'ai étudié, j'ai été dans des pharmacies, j'ai travaillé. Ça m'a inspirée. C'est pour ça qu'en fait, j'ai dit non, il me faut ma pharmacie à moi, avec ma manière de travailler. En fait, mes études, moi, comment je suis, c'est que j'ai une mémoire, en fait, visuelle et mentale. Et ça fait qu'en fait, quand je te vois, une fois, deux fois, trois fois, je te retiens. Et donc, le matin, quand je me réveille, je suis excitée. Je ne suis pas en mode endormi, non. Je suis excitée, je prends un petit café et là, je fonce à ma pharmacie, j'ouvre et je me dis, bon, qu'est-ce qui va me faire Monsieur Z? Qu'est-ce qu'elle va me sortir la petite L? Qu'est-ce qui va me sortir le Monsieur H? Parce qu'en fait, ma mémoire se rappelle de tout. Et en fait, c'est vrai, je suis docteur en pharmacie. Et donc, quand je prends une ordonnance, j'analyse. Et en 2 secondes, mon subconscient peut même détecter une contre-indication. Pendant que je parle, je peux même dire non, il y a une erreur. Donc, ce qui est naturel en moi, c'est mon métier. Et j'ai dépassé mon métier. Je suis maintenant dans l'empathie, dans le travail avec le client, le rapport proche, le rapport personnalisé. Et même dans l'année, la femme qui était enceinte, qui accouche, je vois son bébé, le patient qui est épileptique, à qui j'évite une crise. De vous à moi, une femme qui a tenté de se suicider, que j'ai sauvée, ce genre de choses qui, en fait, en moi, dans mon cœur, m'ont amené à l'estime de soi dans la pyramide de Maslow. Voilà. L'entrepreneuriat,
m'a permis en fait de monter dans la pyramide de l'assaut. Voici mon petit secret que je vous révèle aujourd'hui, sincèrement. Je suis arrivée à ce stade-là et là, je le maintiens et maintenant, je l'influe au sein de mes employés parce qu'ils se détendent et ils ont cette envie aussi de eux aussi donner aux clients et donner aux clients, comment vous dire, le pouvoir de sa santé. C'est ça en fait. Le pouvoir de ta santé, tu maîtrises ta santé, tu te sens bien, tu n'es pas en fait passif, dépressif, non, tu tombes pas, tu maîtrises ta santé. Et ça, c'est moi et c'est ce que je voulais que mes patients soient. Et je n'avais pas vu ça ailleurs, j'ai dit non, entrepreneuriat. Donc, j'ai fait le concours Initiative Essonne. On me parle d'un dossier difficile. Non, pour moi, c'était facile parce qu'on me donnait les moyens de pouvoir faire ce que je voulais. Donc, j'ai foncé. J'ai écrit jusqu'à 5 heures du mat le dossier d'une traite et j'étais à fond. Et voilà aujourd'hui où j'en suis et je remercie tout le monde parce que grâce à vous, aujourd'hui, Evry a une pharmacie avec une pharmacienne qui les connaît et ils me connaissent. Soyez connectés sur les réseaux. Dernier point. Merci Awa, merci beaucoup. Vraiment une femme que j'ai eu la chance de rencontrer, donc, qui a repris cette pharmacie qui s'appelle Bois Sauvage, Bois Guillaume. C'est vraiment, comme vous l'avez vu, quelqu'un vraiment de très dynamique, mais aussi de très humaine. Elle a souhaité tout de suite agrandir sa pharmacie, proposer encore plus de produits, encore plus de services. Comme elle vous le dit, elle s'attache beaucoup à ses clients et elle fait en sorte que tout le monde aille bien et se sente bien et prenne soin de lui. Donc c'est vraiment un témoignage formidable. Merci beaucoup, Awa. Dernière question déjà, je crois la question qui est revenue le plus régulièrement sur les clients. Et donc, cette question, je l'ai réservée à Delphine. Donc, Delphine qui a créé une société de service à la personne en ayant recours à une franchise, accès au service. Donc, là encore aussi une manière d'entreprendre différente. Voilà, d'avoir recours à la franchise. Donc, accès au service, c'est des services de ménage, de jardinage pour les particuliers, mais aussi des services pour les professionnels. Et donc, un secteur qui se développe, où il y a beaucoup de recrutement et un soin particulier porté au bien-être des clients. Alors, Delphine, la question qui tue, comment trouver des clients et surtout, comment les garder? Est-ce que vous pouvez nous partager vos trucs et astuces? Alors, j'ai la chance déjà de faire partie d'une franchise. Donc, accès aux services se développe sur tout le territoire national. Donc, je commence à profiter aussi de la notoriété d'accès aux services, qui fait que je récupère aussi des clients parce qu'ils ont connaissance de la fiabilité, et de l'expérience et de la professionnalisation d'accès aux services. Ensuite, j'ai une deuxième manne de développement de clients, c'est par les distributions de flyers. En plus, là, je suis en réflexion pour essayer de trouver un autre mode de distribution, parce qu'on va dire que ce n'est pas très écolo, pas très environnemental de distribuer des papiers dans les boîtes aux lettres. Mais en tout cas, la première source de clients, c'est le flyers. Et la troisième source, qui est pour moi de plus en plus importante, c'est tout ce qui va passer par le référencement web, par tout ce qui est réseaux sociaux. Donc, je développe beaucoup ma com sur Facebook, LinkedIn, Insta, Snap, etc. Et puis après, le dernier point, c'est, on va dire, la clé de la réussite. Ça va être dans le recrutement de mes intervenants. Parce qu'on a beau faire de la communication et avoir du client, mais si derrière la qualité n'est pas au rendez-vous, c'est des clients qui peuvent aussi vous faire de la mauvaise pub, parce qu'il y a le bouche à oreille aussi qui peut fonctionner au fur et à mesure du développement de l'activité. Et donc, du coup, voilà, moi j'ai un recrutement hyper exigeant et de telle façon que mes intervenantes, on parlait de valeurs humaines. Voilà, il faut que les valeurs humaines soient partagées aussi bien par l'entrepreneur et aussi par ses salariés qui ont vraiment une très forte culture client, qui font que le client sera satisfait et forcément va pouvoir parler à son voisin en disant « Ah, j'ai une super intervenante qui m'a fait une super presta, je vous recommande accès au service. » Et puis voilà, ça commence à se développer au fur et à mesure. Donc voilà, pour résumer, c'est, on va dire, distribution classique, on va dire communication par les flyers.
les réseaux sociaux, le référencement Google, qui est aussi très important. Et après, vraiment le point clé qui permet de fidéliser la clientèle, ça va être le recrutement de qualité au niveau des collaborateurs. Alors, vous étiez donc une pro de la communication avant de vous lancer dans cette aventure? Non, pas du tout. Ah non, pas du tout. Mes enfants le sont, mais pas moi. Justement, là, je suis en réflexion, même pour embaucher une étudiante en Master 2 qui est spécialisée dans la communication et marketing. On parlait de pluricompétences. Ma collègue s'est entourée d'associés pour compléter ses compétences. Moi, je complète mon absence de compétences par justement mon recrutement. Et donc là, je suis en plein recrutement pour justement avoir quelqu'un qui va m'aider à développer toute la partie digitale qui n'est absolument pas mon point de force et qui, pour moi, est au cœur vraiment de la communication et qui permettrait de développer vraiment l'activité. Et sans citer de marque, comment vous vous êtes retrouvée dans cette aventure? Chez Accès au service, oui. Alors le pur hasard. Alors déjà dans un premier temps, moi par mon expérience passée, voilà. J'ai acquis beaucoup de compétences parce que j'avais un poste assez important et j'ai voulu mettre à profit toutes ces compétences. Pour moi, en fait. Et je voulais aussi allier un équilibre vie personnelle, vie professionnelle. Alors, c'est un peu contradictoire avec toi, mais... et en plus, c'est assez contradictoire parce que finalement, ça prend beaucoup de temps de se lancer dans l'entreprise. Mais il faut le dire. Voilà, on pense avoir du temps pour soi et pour sa famille, mais finalement, on n'en a pas tant que ça. Mais on peut quand même gérer son emploi du temps. Quand on a des aléas, on peut y répondre. Alors que quand on est salarié, ce n'est pas toujours évident. Là, surtout en ce moment où l'école, c'est un jour sur deux, ma fille peut venir avec moi dans mon bureau. Elle est là. Voilà, et d'ailleurs, elle est dans la salle d'à côté, ce que je n'aurais pas forcément pu faire dans mon ancien métier. Et puis, Accès au service, ça a été une rencontre tout à fait par hasard. C'est eux qui m'ont contacté, ils ont vu mon CV sur l'APEC. Et puis, ça a matché. Voilà, vous n'étiez pas dans ce domaine-là Ah avant. non, pas du tout. Non, pas du tout. Moi, j'étais dans la grande distribution, milieu, le monde capitaliste, pas du tout dans le service à la personne. C'est là où on ne cite pas les marques. Voilà, exactement. Mais l'avantage de la grande distribution, même si ça porte forcément une image très positive, ça m'a permis de développer une très, très forte culture client. Et cette culture client, j'ai voulu vraiment la mettre à profit. Comme toi, c'est que je voulais aider les gens à ma façon, avec mes compétences, avec mon expérience passée, avec ma maturité, effectivement, d'une femme de 40 ans. Je voulais vraiment mettre à profit tout ça. Et puis, Accès au service, le hasard a bien fait les choses, m'a contactée. Et du coup, j'ai pu allier à la fois l'entrepreneuriat et le service à la personne, et aussi pour les professionnels. Voilà, c'était un doublé gagnant. Et donc installé au Trident à Corbeil-Essonnes, tout à fait, avec l'équipe Grand Paris Sud. Que je remercie au passage parce que grâce à vous, non mais c'est vrai, j'ai pu m'installer. De t'avoir invité aujourd'hui? Non, pas du tout. Ça, non, pas de m'avoir invité aujourd'hui. Mais en tout cas, le fait d'avoir profité de cette pépinière m'a permis de réduire. Moi, quand j'ai fait mon business plan, j'avais prévu un certain loyer. Et puis, grâce à vous, ce loyer a été divisé par 2, ce qui n'est pas négligeable, et ce qui m'a permis de réinjecter en fait cette somme-là dans la communication. Et du coup, ça m'a permis d'accélérer un peu plus le développement de mon activité. Donc, merci. Voilà, j'en profite. Merci à vous, Delphine. Sur ce sujet des clients, peut-être un mot quand même sur l'emplacement, qui est quand même, là, ce n'est pas votre sujet, l'emplacement, mais... Non, pas du tout. Le choix de la gare de Lieusaint-Moissy. Complètement stratégique. C'est-à-dire que, alors nous, on est habitants de cette ville-là depuis toujours, donc on maîtrise entre guillemets le territoire, mais justement, c'est là où c'est risqué. Il ne faut pas croire que c'est facile. On a quand même fait une étude de marché pour répondre à un besoin existant et pas se lancer juste là parce que c'est fun d'être dans une gare. C'est une gare qui est très fréquentée. On s'est appuyé sur des statistiques officielles SNCF. On a fait aussi des petits questionnaires pour voir un petit peu au niveau des habitants quels seraient leurs besoins, qu'est-ce qu'ils aimeraient retrouver comme style de restauration. On a regardé la concurrence, qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qui ne se fait pas et qu'est-ce que nous on est capable de faire. Et après, en fonction de ce qui match, on trouve l'emplacement et aussi on voit quelles sont les autorisations qui sont nécessaires.
on anticipe au maximum. Mais voilà, l'emplacement... Et un très bon accès voiture aussi. Et un très bon accès voiture, effectivement. Très facilement, même si on n'est pas un usager de la gare, on peut très facilement venir chercher à manger au Kitoko. Tout à fait. Avec le click and collect en ce moment, mais le click and bientôt collect, la terrasse. Voilà, la livraison, bientôt les terrasses. Et puis, voilà, je rebondis effectivement sur la partie communication, puisqu'il faut aussi être visible. Il faut que les gens sachent qu'on est là. Donc, il y a toute cette partie qui va avec aussi le choix de l'emplacement. Est-ce que je vais être visible du passage? Sinon, comment? Donc, voilà, il y a vraiment une étude de marché et du marketing. C'est vraiment complémentaire et c'est très, très important. On ne peut pas vous rater. À la sortie de la gare, côté Moissy-Cramayel, on ne peut pas vous rater. L'emplacement, Ruben? C'est pareil, c'est la même idée. Je pense que, surtout dans la restauration, c'est primordial. Et nous, notre force, c'est le fait d'occuper très peu d'espace. Donc, du coup, on arrive vraiment à s'implanter sur des emplacements où il y a pas mal de passages. Et je pense que, voilà, en tout cas dans la restauration, comme on dit, c'est l'emplacement. Et sans ça, il ne peut pas avoir d'activité, de développement d'activité. Geoffrey, vous l'avez cherché longtemps, cet emplacement? Oui, c'est pareil, c'est extrêmement important l'emplacement. Il y a beaucoup de critères à prendre en compte. On a là aussi beaucoup évolué, la taille du local, il faut du parking, effectivement la visibilité plus ou moins, et puis le coût du loyer qui vient aussi jouer évidemment. Donc ça a été une sacrée bataille de trouver un bon emplacement. Mais c'est, comme dit Ruben, c'est le nerf de la guerre. Enfin, il faut un bon emplacement. Donc effectivement, il faut s'accrocher, mais au final, Donc un très grand parking juste à côté du Auchan, voilà, le 9 juin. C'est le ça, rendez-vous. exactement. Je pense qu'il faut insister sur le côté investissement, autant en temps qu'en argent. Parce que pour vous deux, le fait de faire l'appel à projet de la SNCF, c'est un gros investissement en temps, c'est tout un processus, mais pour le coup, c'est pour un emplacement vraiment idéal. Et puis après, l'investissement aussi dans le loyer. À un moment donné, voilà, il faut payer pour avoir un bon emplacement. Et si le loyer est très peu cher, il y a des chances qu'on soit au fond d'une impasse et qu'on ne nous voit pas beaucoup. Donc, ne pas hésiter à investir dans cet emplacement qui est effectivement le nerf de la guerre pour certains. Je vais rebondir. C'est vrai que pour monter un dossier, c'est très long. Mais après, une fois qu'on monte un premier dossier, si on fait d'autres appels à projets, c'est à peu près la même chose. Donc, du coup, une fois qu'on est dans sa lancée, et du coup, c'est toujours la même chose qui se répète. Et puis, c'est grâce à ça qu'on arrive à ouvrir plusieurs portes, en fait. Le fameux business plan. Voilà. Et je pense aussi que ça permet de maturer encore plus Totalement. le projet. Et je pense que c'est un investissement à long terme. C'est peut-être sur le coup une perte de temps, mais ça permet, je pense, d'en gagner beaucoup par la suite. Donc, au final, investissement. Exactement. Au final, c'est pas si prenant, en fait. Voilà. Merci beaucoup. Il va falloir qu'on termine. Je voulais vous proposer de résumer en un mot cette aventure entrepreneuriale dans laquelle vous vous lancez, vous êtes déjà lancé ou avec un petit peu plus de maturité, Ruben. Je pense, moi, le mot, ça serait passionnant. Voilà. Et il en faut de la passion? Ouais, totalement. Ah oui. Ouais, il en faut. Marielle. Moi, j'hésite, mais je vais dire oser, sans hésiter. Moi, je dirais l'adaptation, parce qu'il y a besoin de s'adapter en fonction des situations. Donc, c'est effectivement une compétence importante. Covid ou pas Covid, de toute façon, il faut s'adapter. Là, c'était une adaptation un peu forcée. Tout à fait. Merci. Delphine? Moi, je dirais de la pugnacité. Voilà, il faut vraiment être tenace, être combatif pour réussir. Et beaucoup d'énergie. Et beaucoup de café. Si on se fait porte-parole d'Awa, on peut dire beaucoup de café. Oui, tout à fait, ouais. Séverine? Alors, moi, je dirais l'anticipation. Pour toujours essayer d'avoir un temps d'avance. Et voilà, pas se laisser dépasser par les événements. Toujours anticiper, réagir. Et réagir. Surtout quand on n'arrive pas à anticiper des choses comme il se passe aujourd'hui. Mais je me demande si ce n'est pas la clé, d'ailleurs, l'anticipation. En ce qui nous concerne, en tout cas, ça l'a été pour pouvoir ouvrir entre deux confinements. Ça a vraiment été la clé en ce qui nous concerne. Je vous remercie beaucoup.
Vraiment, vraiment, sincèrement, merci à vous six d'avoir joué le jeu de cette émission. Donc, rendez-vous le 9 juin au Holo d'Escape à côté d'Auchan à Savigny-Temple. On va suivre les aventures d'Emeya qui a une page Facebook, on la mettra dans les commentaires et on va suivre cette aventure et suivre l'aventure associative aussi qui avance. Ruben, toujours présent. Gare d'Evry, on va juste parler de la gare d'Evry-Courcouronnes. Saint-Lazare, c'est un peu trop loin. Et dès que les événements vont reprendre, on espère voir des triporteurs de hot dog un peu partout. Merci. Delphine, accès au service. Bon là, je crois que tout le monde est convaincu qu'on a tous besoin de consacrer notre temps en ce moment à autre chose que de faire le ménage. Donc, allez-y, n'hésitez pas à faire appel à Delphine. Et le Kitoko, Séverine, merci beaucoup. Merci. Voilà, on peut y aller par le train, à pied depuis Moissy, en voiture, on se gare juste devant. Exactement. Et il y a plein de bonnes choses à manger. On a eu l'occasion de tester. Donc vraiment, sincèrement, merci à vous tous. Merci à Awa qui, donc, du coup, était à distance aujourd'hui. Je remercie à nouveau tous les partenaires sans qui on n'aurait pas pu vous proposer un contenu si large, si riche cette semaine avec tous ces ateliers. Je vous rappelle que tous les ateliers ont été enregistrés, donc vous pouvez continuer à vous inscrire avec le lien qui est dans la description de la vidéo. On vous enverra les replays. Vous pourrez aussi bénéficier d'un rendez-vous individuel, personnalisé pour diagnostiquer votre projet et identifier les ateliers dont vous aurez besoin ou pas dans votre parcours. Un grand merci à toute l'équipe de la création d'entreprise de Grand Paris Sud qui m'a suivi dans cette folle aventure. Donc vraiment merci à tous. On n'aurait jamais pu faire tout ça sans toute l'équipe. Et un merci particulier à Patricia qui va me détester d'avoir dit ça. Et donc, la semaine de la création d'entreprise est terminée. En fait, la création d'entreprise, c'est toute l'année à Grand Paris Sud. Donc, n'hésitez pas. Nous avons un numéro de téléphone unique, le 01 64 13 54 13. Et toute l'année, qui que vous soyez, quelle que soit la maturité de votre projet, quels que soient les objectifs que vous vous fixez, n'hésitez pas à nous téléphoner. On vous diagnostique et on vous oriente vers le ou les bons partenaires pour que votre parcours se passe le mieux possible, que vous créez votre entreprise à Grand Paris Sud et que vous développiez votre entreprise à Grand Paris Sud. Donc je vous remercie beaucoup. Bonne fin de journée.